I am Science, c'est l'heure donc de faire notre petit focus sur un personnage ou un arc des comics, et là on s'attaque à un gros morceau. Petit disclaimer d'entrée de jeu, on va pas la faire exhaustive parce qu'on a que 15 minutes pour vous en parler, mais on va essayer de vous tirer quand même le portrait de notre ami Thanos dans les grandes lignes, en tout cas par rapport à son personnage dans les comics, et puis voir un peu aussi après ce qu'il pourrait donner dans le MCU, parce que c'est vrai que pour le moment on a surtout eu des bribes, on n'a pas encore vraiment beaucoup d'informations sur lui. Mon petit Fox, bon courage, je t'écoute pour nous parler de Thanos dans le Marvel Universe. Alors, dans le Marvel Universe, Thanos, dit le titan fou, apparaît pour la première fois dans un comics Iron Man, le numéro 55 en 1973. Donc on pourra dire que dans le MCU, s'il est quelque part tué par Tony Stark, ça ne sera que justice. Alors Thanos c'est un membre très particulier de l'univers Marvel, vu qu'il fait partie de la race des Éternels. Les Éternels sont une race créée par une autre race technologiquement très avancée qui était passée sur Terre il y a très longtemps. Les Celestials, voilà, les Célestes, qui sont des espèces de robots, moitié dieux, qui sont assez particuliers. Qu'on voyait d'ailleurs dans Guardians of the Galaxy au moment où il y a la scène d'exposition chez le collector. Cette espèce de grande créature robotique qui tape un coup de marteau sur une planète et qui la détruit, c'est un Célestial. Voilà, c'est un Céleste, c'est ça. Et donc les Célestes ont créé les Éternels. Les Éternels correspondent à notre mythologie des Titans. Vu que à l'époque où Marvel a créé les Titans, ils voulaient s'inspirer des dieux grecs. Il y avait déjà Thor chez les Nordiques, mais ils voulaient faire une nouvelle mythologie divine. Un nouveau panthéon, ouais. Un nouveau panthéon. Ils ont un peu mélangé les choses et puis ils en sont arrivés à créer Thanos. Thanos a une chose particulière par rapport aux autres Éternels qui ressemblent à des humains. Lui, il a une peau violette, il a une gueule un peu bizarre, il est extrêmement massif. Il est atteint d'un syndrome qu'on appelle le syndrome des déviants, qui était un peuple religieux disposant de pouvoirs très élevés et nettement supérieurs à ceux des Éternels. Et du coup, Thanos, dont le papa était le chef des Titans, Mentor, et dont le petit frangin était le beau gosse de service, fils préféré et tout ce que vous voulez, futur héritier Eros, connu sous le nom aussi de Star Fox, l'Avenger Star Fox. Thanos, il a commencé très jeune à être mis à l'écart, parce que les Éternels étant ce qu'ils sont, quand ils ont quitté la Terre il y a très longtemps et qu'ils sont partis vivre sur la lune de Titan, à qui ils ont donné leur nom, qui est donc une lune de Saturne, ils ont commencé à vivre entre eux avec une très haute technologie en harmonie et tout, et puis la naissance de Thanos les a un petit peu embrouillés parce que c'est un déviant, il est différent, donc on va un peu l'ostraciser, ça marche comme ça partout malheureusement. Et Thanos, ça va être un gamin un peu perturbé qui va se mettre à l'écart et puis il va commencer à faire des petites expériences. Alors étant donné qu'il est très doué pour les sciences, il va commencer à bricoler des trucs et puis il va commencer à torturer des animaux. C'est ça, en fait, il va vraiment commencer à développer un intérêt pour tout ce qui est contraire aux valeurs des Éternels. Donc, ils se sont ostracisés. Donc, puisqu'il le rejette, il va les rejeter à sa manière, c'est-à-dire en expérimentant tout ce qui est contraire à leur dogme entre guillemets. Exactement. Et il va commencer à fouiller un peu Titan, cette lune de Saturne. Il va découvrir un immense temple souterrain caché et apparemment oublié des Éternels. Et il va s'y installer un moment et il va rencontrer, à force de faire des expériences là-bas, notamment des expériences sur la mort, parce qu'il va très jeune se passionner pour le concept de mort, c'est-à-dire la fin de l'existence d'une entité, puisque les Éternels sont grosso merdo immortels, si on peut quasiment pas les tuer déjà, et ils vivent des milliers d'années. Et à force de faire des expériences et de torturer des animaux à mort, il va rencontrer la mort sous une forme d'entité qui va s'approcher de lui et qui va plus ou moins le suivre au fur et à mesure de sa jeunesse et de son adolescence. Il va commencer à faire de plus en plus d'expériences jusqu'au moment où ça va commencer à mal tourner, et qu'il va commencer à expérimenter sur d'autres Éternels qu'il va enlever et qui va essayer de déposséder de leur éternité entre guillemets. Ça va très mal tourner puisque lui petit à petit va commencer à expérimenter de plus en plus jusqu'à expérimenter sur une jeune fille
à une jeune femme même, et il va la tuer. Mentor va le découvrir, les autres éternels vont découvrir le but de Thanos et ses expériences morbides, et ils vont essayer un petit peu de l'arrêter et de le contrôler, au moins de le mettre en tôle. Et là, il va se retourner directement contre eux, et il va essayer de prendre le pouvoir. Mentor et les autres éternels vont l'arrêter. Et là va commencer vraiment la période, le voyage initiatique de Thanos, c'est-à-dire qu'il va voler un vaisseau et il va partir aux confins de l'espace pour lever une armée. Parce que voilà, j'ai fait de la merde, je me suis fait punir, je m'en vais, mais je lève une armée pour revenir. Et au fur et à mesure il va passer des siècles à errer dans l'espace, toujours en recevant par période la visite de la mort, dont il va tomber éperdument amoureux. Ne pouvant mourir et étant fasciné par l'existence même de la mort, ça va être vraiment son leitmotiv tout au long de son existence. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est vraiment un personnage central dans l'histoire de Thanos, la mort, donc Death dans les comics et en version originale, qui a déjà été teasé à demi-mot par Whedon quand on lui a demandé quelle était la suite des aventures des Avengers, et qu'il a simplement répondu Death. On pouvait interpréter ça comme étant la mort d'un des Avengers, mais on peut aussi interpréter ça comme étant l'apparition donc du personnage Death, qui est cette espèce de motivation ultime qu'a Thanos et qui le pousse à avancer dans sa volonté de nihilisme et de destruction de l'univers et d'annihilation de populations entières. Il veut obtenir son but ultime est d'obtenir les faveurs de la mort. Exactement. Et devenir son compagnon, parce qu'il en est tombé éperdument amoureux. Voilà. On choisit pas qui on aime, même si parfois c'est un peu fucked up. En l'occurrence là c'est totalement fucked up, mais du coup il va monter cette armée immense, continuer à expérimenter en découvrant d'autres peuples, en s'appropriant leurs connaissances, parfois aussi leurs armées, leur technologie. Et un jour il va revenir avec une flotte juste gigantesque et un vaisseau qu'il a fait construire qu'à la taille d'une petite planète, le Dreadnought 666, un vaisseau de guerre et de destruction massive, et il va raser Titan. Il va raser sa planète, il va rester très très peu de survivants, il va tuer des millions d'éternels sur cette planète. Il va tuer sa mère, qu'il avait plongée dans le coma quelques années avant, lors d'une de ses expériences où elle était... il a expérimenté sur sa mère, il a osé. Oui, il est comme ça ce garçon. Ah mais il est barré, que les choses soient claires. Titan, quand on dit casque, le Titan fou, c'est pas pour rien, quoi. C'est à partir de là, oui, c'est à partir de ces expériences-là qu'il a commencé à avoir ce surnom, et du coup, il a rasé sa planète avec sa maman dedans. Il a posé les pieds sur Titan, il s'est déclaré roi de Titan. Son père Mentor et son frangin Star Fox n'étant pas là, lui rien à foutre, mais je suis le roi de Titan, je suis le roi de tous les titans, je suis le titan fou, et si vous avez survécu, vous êtes là pour me servir. Il restera pas longtemps, il va rester juste le temps de prendre ses marques et de montrer qu'il était le patron, et il va partir avec son vaisseau Sanctuaire 2. Donc le vaisseau, je pense que c'est le vaisseau qu'on voit dans Guardians of the Galaxy, si je me rappelle bien, c'est Sanctuaire 2. Et du coup il repart avec Sanctuaire 2 et il va partir collecter des technologies et toujours essayer de se rapprocher de la mort. À cette époque-là à peu près, il va découvrir que l'humanité avait la bombe nucléaire. Il va commencer à s'intéresser à la Terre, et ça va devenir une nouvelle obsession. Il va se trimballer plusieurs fois sur Terre, il va créer des laboratoires secrets sous l'écorce terrestre pour expérimenter et observer les humains. Et c'est là que va se passer, il va se créer lui-même un ennemi, comme dans tous les comics, un méchant fait quelque chose et il a évidemment une réaction équivalente. Faut une balance cosmique. Exactement. La balance cosmique, ça va être qu'un jour, alors qu'il est avec son vaisseau, des gens vont le voir en voiture, Arthur Douglas et sa petite famille. Arthur Douglas est un chanteur de jazz, rien de très extraordinaire, c'est un monsieur qui est en vacances avec sa famille, sauf qu'ils ont pas de bol, ils vont voir Thanos. Et Thanos, lui, comme il a pas envie qu'on le voie, il va les massacrer. Et là, ça va être la plus grande erreur de sa vie, vu que il va tuer toute la famille, ou presque, vu que le papa, donc Arthur Douglas, ne va pas tout à fait mourir, vu que son âme va être récupérée par un autre éternel Chronos, qui est donc le papa de Mentor, et il va intégrer l'âme d'Arthur Douglas dans le corps d'un soldat qu'il a créé de toutes pièces pour justement défendre les éternels et mener à bien une mission simple qui est de tuer Thanos.
Et cette entité quasiment indestructible, ivre de rage, qui n'a qu'un seul but, c'est-à-dire tuer Thanos, il va l'appeler Drax. Voilà, qu'on connaît bien. Hein. Drax the Destroyer, qui est en fait une âme humaine transférée dans le corps d'un être créé avec un seul but, tuer et tuer. Monsieur Thanos. Et du coup, je trouve que c'est la transition parfaite pour parler du Thanos dans le MCU, parce que justement, la version donc de Drax dans Guardians of the Galaxy est assez différente de celle des comics finalement, puisque c'est manifestement pas un humain dont on a récupéré l'âme. C'est pas un humain, ou du moins il ne le sait peut-être pas. Il dit qu'on a massacré sa planète et qu'il veut venger sa planète. Enfin, il veut venger sa famille aussi, qui a été tuée par Thanos, et sa planète. Qui a été tuée par Ronan, pardon. Oui, c'est ça, c'est Ronan the Accuser. Donc du coup, ils ont changé ça. Peut-être pour un bien, peut-être pour un mal, on verra, mais Drax a toujours été le principal chasseur de Thanos. C'est l'antagoniste premier de Thanos dans les comics, et manifestement c'est bien parti pour être l'antagoniste voilà, aussi dans le MCU. C'est l'un des antagonistes primaires qui vont aller le plus loin pour essayer de le tuer. Il y en a qui vont essayer de l'arrêter, comme Adam Warlock, dont on va pas vous parler aujourd'hui. Qui lui est le principal antagoniste de Thanos, parce qu'il est quasiment, à chaque fois que Thanos fait une connerie, il y a Adam Warlock en face. Mais Drax va jamais être très très loin, va toujours être là pour essayer de l'arrêter. Il va le tuer d'ailleurs, il va arriver à le tuer au moins une fois. Mais Dame Mort, évidemment, elle le ramènera à la vie pour différentes raisons. Parce que Thanos, il a juste un seul besoin, quoi, c'est de devenir de plus en plus puissant pour plaire de plus en plus à la mort. Et pour devenir puissant, il lui faut quoi ? Il lui faut des trucs cosmiques, parce que les Éternels ont le pouvoir cosmique, mais il lui fallait plus de pouvoir cosmique. C'est là qu'il va récupérer le célébrissime cube cosmique, qui va une première fois le rendre extrêmement fort, et puis il se fera un petit peu blouser par Adam Warlock, du coup il le perdra. Et puis il se tournera vers autre chose, et c'est ça qui va nous intéresser, vu que Thanos est le maître des Infinity Gems, qu'on appellera dans le MCU les Infinity Stones. Tout à fait. Les pierres de l'infini. Et c'est à partir de là qu'on va raccrocher les wagons au MCU, puisqu'on est exactement au point où Thanos aujourd'hui recherche les pierres de l'infini pour acquérir le pouvoir universel, c'est-à-dire celui qui possède toutes les pierres de l'infini va les enchasser dans le gant de l'infini, et il pourra faire exactement ce qu'il veut de l'univers, vu qu'il en possédera tous les pouvoirs. Voilà, c'est un peu son objectif ultime dans les comics, et qui semble être aussi l'objectif qui se dessine dans le MCU. Je reprends la main juste pour dire que dans le MCU, pour le moment, Thanos fait que des petites apparitions assez légères. On n'a pas encore vraiment pu creuser le personnage, mais ce qui semble certain en tout cas, c'est que sa motivation et sa quête principale dans le MCU est celle aussi des pierres de l'infini, et donc de pouvoir toutes les réunir pour obtenir, comme tu le disais, le pouvoir universel. Après, la grande différence, je pense, qu'on aura entre le Thanos MU et le Thanos MCU, c'est que le Thanos de l'univers Marvel dans les comics va toujours très très loin. Il a exterminé plusieurs fois la moitié de l'univers, même si ça a été à chaque fois inversé, soit par le pouvoir du gant de l'infini, soit par le pouvoir du cube cosmique, soit par d'autres interventions plus ou moins mystiques et divines. Le Thanos du MCU a l'air clairement badass et clairement big bad, et il ne va pas faire ce que fait Thanos dans le Marvel Universe, c'est-à-dire toujours, peut-être inconsciemment, mais toujours laisser une porte pour qu'on puisse le vaincre. Parce que c'est ça, c'est ce qui fait sa constante, et c'est ce qui fait qu'après il y aura des arcs qui sont beaucoup plus récents, comme Annihilation et d'autres, où Thanos fait son mea culpa et se rend compte qu'en fait toute sa vie il a cherché la mort, qu'elle ne veut pas de lui. Enfin, la mort est assez versatile, donc du coup un coup elle le veut, un coup elle le veut plus, et Thanos va faire du travail sur lui-même. Mais ça, dans le MCU, c'est beaucoup trop complexe pour pouvoir le tourner, l'emmagasiner, et ça demanderait 10 ans de cinéma, parce qu'il y a quand même il y a 25 ans, 30 ans de comics derrière. Donc du coup ils vont nous mettre un Thanos très badass, très axé sur les Infinity Stones, et on aura vraiment l'arc tel qu'on avait eu dans différents Marvel, c'est-à-dire Thanos, le gant, les gemmes. C'est le puppet master du MCU en fait, hein. C'est lui qu'on retrouve globalement pour le moment derrière les principales intrigues, hein. C'est lui qu'on retrouvait derrière Loki dans le premier film des Avengers, c'est lui qu'on retrouve derrière Ronan dans les Guardians of the Galaxy. On verra s'il a une connexion avec Ultron dans
Avengers 2, mais j'en doute. Mais par contre, il est fort probable qu'on le voit culminer dans Avengers 3 et dans la phase 3 avec justement l'apparition d'autres pierres de l'infini qui nous manquent encore pour le moment dans le MCU. Mais c'est clairement celui qui tire les ficelles dans l'ombre, et c'est ce qui a été vraiment teasé à la fin d'Avengers, en nous faisant comprendre que Loki n'était finalement qu'un pantin, et que le vrai big bad c'était Thanos. Et comme tu disais, c'est un personnage qui dans les comics c'est vraiment très complexe. C'est pas un big bad caricatural, on en parlait déjà dans une précédente émission, mais c'est vraiment un personnage qui a que moi j'affectionne beaucoup, parce que justement il est très riche, et il a effectivement une espèce de pseudo arc de rédemption à un moment dans les comics qui est assez sympa aussi, où finalement il revient sur ses travers classiques. Mais ce sera quelque chose qu'on n'aura probablement pas la chance de voir dans le MCU, parce que comme tu le disais, ça prendrait vraiment beaucoup de temps. Le seul angle en fait sur lequel Marvel Studios pourrait attaquer serait les filles dans le MCU de Thanos, Gamora et Nebula. Ouais, tout à fait. Parce qu'on ne sait pas si Nebula est décédée ou pas. Et quant à Gamora, elle est probablement pas. Et Gamora, elle est chez les Guardians of the Galaxy, donc on la reverra obligatoirement. Dans les comics, c'est aussi un de ses points faibles. Puisqu'il a été trompé par Gamora plusieurs fois, parce que elle a quitté son père adoptif pour plein de raisons. Nebula se revendiquait être petite fille de Thanos. Il lui a fait beaucoup de mal, parce que la Nebula qu'on voit dans Guardians of the Galaxy est mécanisée. Elle l'était pas au départ dans les comics. Il a tabassé, il lui a lavé le cerveau, il a robotisé pour la sauver. Enfin, c'est une nana qui a vachement morflé, Nebula, de base, même si elle a un cœur très sombre, elle a vachement morflé quand même. Donc ça pourrait être attaqué par là aussi, c'est-à-dire essayer de voir par le côté de la famille en détournant un petit peu, essayer de voir qu'il a un côté humain tant que faire se peut. Voilà. Bah écoute, on en saura plus dans les prochains films. Je pense que ça va être un des persos en tout cas qui va apparaître de plus en plus en phase 3. Dans quelle mesure il sera le big bad de la fin de la phase 3, on n'en est pas encore certain non plus, parce que peut-être que Marvel Studios a des plans au plus long terme encore pour lui, avec peut-être une phase 4, une phase 5 et une phase 6. Il n'est pas encore certain que ce soit lui qui culmine en phase 3, on verra bien. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour du personnage, vraiment dans les grandes lignes, et on s'excuse auprès des puristes parce qu'on n'a pas le temps de creuser le personnage beaucoup plus que ça. On y reviendra probablement, on refera peut-être un focus à partir du moment aussi où on saura si Warlock fait partie du MCU ou pas. Pour le moment, il a juste été teasé sous forme de cocon dans une button scene et dans le film Guardians of the Galaxy aussi. Chez le collector, c'est ça qui m'inquiète, parce que pour ceux qui connaissent, c'est évident, et pour ceux qui connaissent pas, s'il y a Thanos, normalement il doit y avoir le personnage d'Adam Warlock. Voilà. On a vu le cocon dans Guardians of the Galaxy. Moi, ça me donne beaucoup d'espoir. Après, priez pour moi le jour où je vais devoir faire un focus sur Adam Warlock, parce qu'on va vraiment être dans la merde. C'est un personnage qui est encore plus complexe que Thanos. Voilà, puis bon, on espère qu'on vous aura permis d'en savoir un peu plus sur Thanos en tout cas. Puis si vous avez des questions sur le personnage, il y a des choses qui vous paraissent pas claires, ou si on a fait des erreurs dans notre compte rendu, n'hésitez pas à nous le signaler là aussi sur le site ou via Twitter. On est à l'écoute, et on y reviendra de toute façon quand on en saura plus justement sur Warlock. On refera un petit focus sur l'ami Thanos. Merci en tout cas Fox, c'était du bon boulot. Les Clairvoyants, c'est le tout nouveau rendez-vous mensuel de Fox Monsieur et Faskill, un podcast d'1 heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe. Des news, du theory crafting foireux, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur lesclairvoyants.net. On vous y attend, amis True Believers. I care how you speak. Loki is beyond reason, but he is of Asgard, and he is my brother. He killed 80 people in 2 days. He's adopted.